Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous sur ETélé. Vous êtes sur l'émission Spécial Pâques, une émission animée par les étudiants de l'ISIC, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, en vue de mettre en pratique les cours théoriques que nous avons reçus. Au menu de ce programme, vous aurez à suivre le journal, la revue des titres de quelques journaux parus dans la semaine du 4 au 8 avril, un magazine sur la situation des commerçants du marché de Ganri relogés sur un site temporaire le temps de la fin des travaux de construction du marché. Un débat sur comment remonter la pente après une déception amoureuse. Pour l'animation de cette émission, je serai avec mes camarades Samirat Moumouni qui est à la présentation du journal. Samirat, bonjour. Bonjour Eric, comment vous allez? Je vais super bien chez vous. Ça va. Vous êtes là pour nous présenter le journal tout à l'heure, c'est bien ça? C'est Ok. ça. Juste après le journal, nous allons suivre la revue des titres avec Chérifat Dansou. Chérifat, bonjour. Bonjour Eric, comment vous allez? Je vais super bien chez vous. Ça va bien aussi. Vous avez décidé de nous parler brièvement des titres des journaux parus dans la semaine du 4 au 8 avril, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Vous êtes prête déjà? Oui, je le suis. Ok, merci beaucoup. Les jeunes ont pris l'habitude de concilier les petits commerces aux études en milieu universitaire. Nous avons droit à un élément sur ce sujet avec Parfait Bord. Parfait, bonjour. Bonjour monsieur Eric. Donc, comment tu vas? Ça va très bien. Ok, vous avez décidé de nous passer un élément sur la conciliation des petits commerces aux études en milieu universitaire, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Vous êtes déjà prêt pour votre élément? Bien sûr. La déception amoureuse, c'est le thème du débat qui sera animé par Singo Justicia. Justicia Singo, bonjour. Bonjour Eric, comment allez-vous? Je vais super bien. Et chez vous? Je vais bien aussi. Vous êtes belle aujourd'hui? Merci bien. Ensemble avec vos invités, vous allez éclairer nos téléspectateurs sur la déception amoureuse, c'est bien ça? Exactement. Qui serait avec vous sur le débat? Sur le débat, sur le plateau, j'aurai Madame Kodjo Flavia et Monsieur Joyce Manda et Madame Rouchidiat Dailmeda, tous les étudiants. D'accord. Vous avez bien choisi votre cible. Exactement. D'accord, merci beaucoup. La mévente, c'est la situation que vivent les commerçants du marché Ganri depuis quelques semaines. Erika Nagoun, bonjour. Bonjour Eric, comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Je vais très bien. Vous avez décidé de tourner un magazine sur la condition et la mévente des commerçants du marché de Ganri, c'est bien Oui, c'est exact. Depuis que le marché a été cassé, les commerçants du marché se plaignent de mévente et de l'emplacement qu'on leur a donné à Plakodji. D'accord, on reviendra dedans dans le magazine. Exactement. Le décor est ici planté. Samirat, vous avez l'antenne pour la présentation du journal. Amis de Télé, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information dont voici le sommaire. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche 17 avril la fête de la résurrection du Christ. La Pâque, une fête qui n'a pas la même signification pour les autres congrégations religieuses. Les détails sont à suivre dans ce journal. Toujours au chapitre de la religion, on parlera de la cohabitation de 3 d'entre elles à monde commun. Chérifat Dansou nous en dira davantage dans un instant. Et puis nous irons à Sekondi, où les voies sont difficilement praticables pour les habitants. Le constat dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. Les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Pâques ce dimanche 17 avril 2022. Une fête qui succède aux 40 jours de jeûne. Comment est-elle célébrée au sein des congrégations religieuses? Élément de réponse dans ce reportage. La Pâque est une fête qui commémore la résurrection du Christ. C'est le passage de la mort à la vie. Pour bon nombre de chrétiens, cette fête représente
l'accomplissement d'une prophétie dans la Sainte Écriture. Quelques fidèles rencontrés donnent leur compréhension de cette fête. La Pâque, c'est la plus vieille fête de l'histoire de l'Église catholique qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, nous les chrétiens aujourd'hui, nous le vivons également à travers le baptême. À travers le sacrement de baptême, nous faisons l'expérience de cette mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est également d'actualité dans la vie de chaque chrétien qui fait l'expérience du baptême, qui le configure au Christ, qui l'agrège à la grande famille des enfants de Dieu. Que représente alors cette fête pour les chrétiens? Je crois que c'est même ça le fondement de l'Église catholique. Quand vous dites chrétien, moi je me contenterai de parler de l'Église catholique que je connais. Je crois que c'est l'élément primordial, c'est ça, l'Église est née de cet événement-là, je crois. La mort et la résurrection de Christ. Je ne sais pas pourquoi l'appeler Semaine Sainte, mais je sais qu'il y a des moments forts dans cette semaine qui commencent déjà depuis le mercredi avec la messe chrismale, je crois, qui se fait à la cathédrale. Ensuite, il y a le jeudi saint, la Sainte Seine où Jésus institue l'Eucharistie. Ensuite, nous avons le vendredi saint, la mort du Christ, la grande nuit et toutes les angoisses que cela a pu susciter dans le cœur des chrétiens d'avant, d'alors, et puis dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui qui parfois aussi ne comprennent pas pourquoi il a fallu autant de souffrances pour Christ pour pouvoir nous apporter, obtenir le salut. Et l'apogée, c'est le samedi nuit avec la résurrection du Christ et dimanche avec la Pâque. Donc je crois que ce mouvement depuis le mercredi qui va grandissant, si on se rend compte, peut-être que c'est ça qui a donné le nom à la Semaine Sainte. Pour le père Marine Eston-Nanan, la fête de Pâques peut être considérée comme une tradition. La Pâque, c'est, comme on le dit, c'est cette traversée du Christ, de la mort à la vie. Jésus mort et ressuscité. C'est la traversée de Jésus de la mort à la vie. La souffrance du Christ, depuis sa gloire, sa glorification jusqu'à sa résurrection, à travers le dimanche des rameaux, qui est la glorification, ce jour-là où Jésus a été glorifié par le peuple juif Hosanna, et terminé par sa crucifixion au vendredi saint, et puis débouchant par sa résurrection le premier jour de la semaine, qui est dimanche, très tôt le matin. C'est dans ce temps de semaine sainte que notre foi se repose, parce que sans mort il n'y a pas de résurrection, et sans résurrection il n'y a pas de foi. Notre foi se repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Par contre, le pasteur Jean Nestor n'est pas du même avis. Il considère la fête de Pâques comme un acte prophétique. La Pâque, au commencement, est l'acte par lequel Dieu a libéré son peuple, le peuple d'Israël, de 430 ans d'esclavage. Et lorsque ils ont célébré la Pâque, cette première fois, tous les premiers-nés du peuple égyptien sont morts, jusqu'au premier fils de Pharaon. Et c'est cet événement-là, ce fléau, qui a déclenché l'acceptation de Pharaon de leur dire « vous pouvez partir ». Sinon Pharaon avait refusé qu'il ne sortirait jamais de l'esclavage. Elle n'est ni tradition, elle n'est pas non seulement croyance, mais plutôt elle est un acte prophétique. Parce que si vous ne croyez pas que le pain qu'on vous donne dans la célébration de la Pâque est vraiment la chair de Jésus, vous l'avez pris indignement. Et les conséquences sont vraiment graves. Dieu dit dans Exode chapitre 12, verset 2, «
ce mois sera pour vous le premier des mois. Donc l'année spirituelle commence 14 jours avant la Pâque. Si cette fête symbolise la résurrection du Christ pour les chrétiens, pour Romain Adawano, Huno Azonjek Betandi, la fête de Pâques ne revêt aucune importance. Selon la Bible, selon nos frères chrétiens, elle représente la résurrection de Jésus-Christ. D'autant plus que je ne prends pas pour Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas fêter sa résurrection. Pour moi, sa résurrection ne me dit rien. Donc je ne peux pas donc fêter cette fête. Peut-être c'est un jour chômé, je peux me reposer. Je peux faire d'autres activités, je peux créer autre fête que cette fête de Pâques. Tout ceci rassemblé, le monde entier s'accorde à célébrer la résurrection du Christ. Voilà pourquoi, pour le chrétien, la mort n'a pas de sens. Il y a une vie après la mort. L'islam, la religion chrétienne et la religion endogène sont chacune des religions à part entière. Dans l'une des vents de Mono commun, un quartier situé à Glangandan dans la commune de Semekboji, se trouve tente de Vodou, mosquée et lieu de culte érigés dans le même périmètre, et ce en toute quiétude. Une équipe de notre rédaction est allée sur le terrain pour voir comment ces religions cohabitent. Suivez le reportage de Sharifat Dansou et Estelle Vichoedo. Nous sommes ici dans la commune de Semekboji, arrondissement d'Aglangandan, plus précisément dans l'une des vents du quartier monocommun. Ce qui retient l'attention ici, c'est bien la cohabitation des religions. Temple de Vodou, mosquée et lieu de culte érigés dans le même périmètre. Selon les sages rencontrés, cette proximité entre ces lieux de prière et de recueillement n'est rien d'autre qu'une coïncidence. Malewa me hole we do ayi de me hole do ayi ye do ayi hode me nya ye do ayi do we mi do telego hode me nya ye do ayi do we mi do telego bo do sise nde ma gba do nde me. Loin de diviser, la construction de ces différents temples et mosquées dans la même ruelle favorise le brassage entre adeptes du vaudou, fidèles musulmans et chrétiens catholiques, et ce, en toute quiétude. Wai desia fo mi moto mejito mi ton lesi. Wai mon coton mawe kanaye. Do agun de tinto mondo komele minandone agun bidi minandone agun le du minine agun ene mondo chechen ro polo do kaki lo agun enene le me. Wai na e ton le ko ri po koko dai. Kiyan mawo kaso akon wai na do wai na jigo. Uwe zomo nemi jo an gba wele yin no wa nemi jo ba inde pe fi yin no wa uwe zo won na le po ma won na do won na do po kai ugamo ye no yo baba de do bisiriyu liadi bisiriyu ye le we don ye le papa de mi to mi mo do vodun pa me ne ye le we don ye do sisen lo me bo ye le ko ba sisen lo pon we po we no e dawe lo ma bo do gbeba me ro po gbado we lo nu we si c'est chrétien e do wa we lo nu gbigbo we edo wa bo meru popo bio ali eton me mi mo file lo ma u desu we choisi filo ma nyon ni ko de eju asu filo to we da zangbe ma oton do iten we mi na mo vodun ro fi bo na mo chrétien do fi bo na mo malé do fi ye ma do podai no even no kwa chami do file si home bo masiga mo do file pepe wo we ndo eto no ndo mi to Ramadan med no mi jo akiyidi ye me vodun no le ye no wa bo mi no na e jan do mi no ba chaise mi no ze chaise na ye me chrétien le ye no wa bo ye le no to do côté le ene de mi no ba igbon to file lo wo ni e. Le chef quartier de Monocommun confirme les propos de ses administrés et affirme n'avoir enregistré aucune plainte depuis sa prise de fonction. Monocommun lo to ka de na de ko ma Monocommun yo so de nka wa mendere ko bai
Mais ko no bono wa ko hindo wa. De ka mo mo yan so mo to ka mo godon ka gedi. Ni to alora lo me po mi dire po. Àwọn yin lo gande ho na mi ni o mi na wa ndo fren. Mi no na da bi dire. Ni lo ma sa sire sin ason ko to du wo ni wa ni. Yon na da ile yon ba yeton. C'est le cas de faire du coton pour le combien du coton bon avant bon wane bi bon gaya bon 13 juin 13 juin de mi anya gaya fi agban yin o santé an agbagban pe we nu ko le bi no wa frère bon mi no gaya mi to ma sa se so yin no jomindo il ma se move wa ne bébé. L'entente donc entre responsables et fidèles de ces différentes confessions religieuses traduit la notion de solidarité et invite à l'unité sans distinction de religion. L'impraticabilité des voies de Sekandji reste l'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les habitants de Sekandji. Il est difficile pour eux de prendre par ces voies, surtout en saison de pluie. Une équipe de notre rédaction a fait une descente sur les lieux pour le constat. Suivez. En période de pluie, il est souvent difficile d'emprunter les voies de Sekandji. Les riverains la considèrent comme un calvaire. Donc, nous avons fait pour moi, faire ça. Donc, à ce moment-là, nous avons gros, mais là, ça nous gros, mais là, nous avons des gros temps, donc, nous avons fait un tabac pour nous dire, et je vais y avoir un compte de nous, nous avons fait quoi. Mima droit de Sekandji. Et nous dit qu'on l'a déjà, le pogele, mais bien problème avec Sekandji. Mima do fi ali fi de musique bon, bodo ton de pepe mima do. Donc, mi gbogbo no sege to seriously cheche. Ouais, mais non. Quelqu'un m'a gagné. Moto lo su m'a gagné. Mi a force on tra lo su ogo e mi no bla. We po duro bo siran bodwan yi. To ali lo we yin problem mi ton to Sekandji. Amla yi bo ogwe hun bo yo zo tin. Bo me po amaga damnu. Yo zo mo di kebe no damnu ne. Ton eyin mi ka so do jikun cho jikun ni ja. E jikun so ja lo pogele. Mi so bi problem da ho mi. Ni e to ho me bodo. Ye ni ze mi a Sekandji e no gba we. Le chef quartier Benoît Saïzonou et l'un de ses conseillers ne sont pas restés sans 10 mots. Ils évoquent leur échec dans le but d'améliorer les voies et ce qu'il faut pour y remédier. Nous, en tant qu'autorité, on essaie de remédier à cela par des caillasses. On prend des caillasses, des débris qu'on met dans certains trous pour soulager leur peine. Il y a aussi la commune par moment fait le reprofilage par le biais des tracteurs et autres là. Les maires qui se sont succédés envoient des tracteurs pour reprofiler les voies par moment par le service technique. Nous aussi, nous prenons des caillasses en tant qu'autorité à la base. Nous prenons des caillasses pour soulager la population. Cela fait beaucoup de bien pendant les saisons pluvieuses. À chaque saison, on crie, on appelle les autorités, il n'y a pas de réaction et on est dedans jusqu'à la fin. Des fois, la mairie vient refaucher un peu et puis c'est fini. Et à l'approche des saisons, il n'y a pas de précautions à prendre, on laisse tout comme ça et la population souffre. Depuis l'avènement de l'autre mandature de la commune, ils ont essayé d'élaborer un projet. Le projet PAVIC qui a pris en compte la voie de Sekandji, qui sera réalisé d'ici peu. L'entreprise qui doit travailler s'est déjà installée. D'ici très peu de temps, vous allez voir les premiers coups de pioche sur la voie de Sekandji. Les travaux préliminaires sont déjà faits. Les PAP, les personnes affectées par le projet, sont déjà prises en compte et ils ont déjà été reçus. Tout ce qui doit être fait dans ce cadre a été fait. En attendant une réaction prompte des dirigeants, les populations, elles, continuent de subir au quotidien le calvaire. Malgré les nombreuses sensibilisations faites au sujet de la dépigmentation, cette pratique persiste toujours dans nos sociétés. Plusieurs personnes s'y adonnent sans mesurer les conséquences que cela peut avoir sur leur organisme. Suivez le reportage de Serifa Dansou, Estelle Vichoedo et Melvina Chabi pour plus de détails.
La dépigmentation, c'est le fait d'avaler des comprimés, passer des pommades ou se faire injecter des produits afin de changer la couleur de sa peau et d'avoir une peau claire. Les jeunes filles surtout s'adonnent à cette pratique dans le but de paraître plus belles et plus attirantes selon les citoyens rencontrés. Bon, il y a d'abord l'imitation, imiter sa seconde parce que la seconde est naturellement de teint clair, de lui être belle comme elle, avoir tous les atouts qu'elle a. Il y a aussi dans les relations, le gars te dit, bon, je veux une meuf claire, je veux pas que tu aies de teint noir. Bon, ça amène assez de gens pour garder leur relation. Ils pratiquent la dépigmentation. Bon, souvent, certains veulent imiter les blancs et certains veulent changer leur peau. Les femmes, eux, c'est juste pour se faire belle et plaire aux hommes, c'est tout. Et avoir une peau éclaircissante et claire pour que l'homme soit attiré, juste pour se faire belle. Cette pratique à laquelle s'adonne bon nombre de personnes n'est pas sans conséquences. Selon Félicien Edou, médecin généraliste, la dépigmentation a d'énormes impacts sur la santé de ceux qui s'y adonnent. Lorsque je prends, généralement, ce qu'on voit directement, c'est les problèmes de peau, les problèmes dermatologiques. C'est ça que tout le monde voit que la personne s'est dépigmentée. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes derrière que les gens ne voient pas. Et qui se manifestent 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Et on se demande d'où viennent ces problèmes alors qu'en réalité, c'est ce qu'on a fait il y a 5 ans, ce qu'on a fait il y a 10 ans qui vient de commencer par se manifester. Parce que ce sont des produits qui s'accumulent dans le sang, qui s'accumulent dans l'organisme, qui se manifestent pendant longtemps plus tard que ça se développe. C'est comme ça, vous allez voir des gens qui travaillent dans des sociétés et que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard qu'ils développent les pathologies liées à leur poste il y a quelques années. Parce que ces produits s'accumulent dans le sang progressivement à petite dose, jusqu'à ça atteint la dose maximale létale et ça se manifeste généralement chez les personnes. Généralement, ça vous donne des dermatoses infectieuses ou non infectieuses. Quand on parle des dermatoses infectieuses, vous avez que ce soit les dermatophyties, que ce soit les candidoses, que ce soit les psoriasis vesicolores, que ce soit la gale, toutes ces pathologies, impétigo, toutes ces pathologies-là se développent sur le terrain quelqu'un qui s'est dépigmenté. Parce qu'on est dans un climat chaud. Il n'y a pas un moyen pour éviter ça si vous vous dépigmentez. Ceux qui s'adonnent à la dépigmentation, volontairement ou inconsciemment, ignorent pour la plupart les risques liés à cela. Non, les problèmes ne se posent pas seulement au niveau de la peau. Ça se passe au niveau de tous les organes du système humain. Parce que vous venez d'apporter des produits à l'intérieur qui ne sont pas censés se retrouver dans le sang au moment là. Et que vous avez eu le résultat au niveau de la peau. Mais à l'intérieur, vous n'imaginez pas tout ce qui se passe. En attendant une prise de conscience et un changement de comportement, les sensibilisations et séances d'information se poursuivent. Direction Abomey-Calavi. Il est récurrent de constater que bon nombre d'étudiants associent les petits commerces aux études afin de joindre les deux bouts. Pour connaître les raisons de ce phénomène qui prend d'ampleur dans nos universités, nous nous sommes rendus sur le campus d'Abomey-Calavi pour recueillir quelques propos des étudiants. Suivez le reportage de Pafekbo et Estelle Vituedo. Des étudiants commerçants en milieu estudiantin, c'est connu de tous. Pour joindre les deux bouts, beaucoup d'apprenants démarrent de petits commerces. C'est ce qu'expliquent ces étudiants rencontrés. Le collège, c'est autre monde. Ici, il n'y a pas forcément les parents avec nous. Donc, pour essayer de se démerder, survivre aux petits besoins de l'université, on essaye de se lancer dans des activités pour trouver de l'argent. Il y a certaines personnes qui ne sont pas à côté des parents. Donc, appeler chaque fois les parents pour dire « Papa, je veux faire telle photocopie, telle polycopie comme ça. » Ça saoule quoi. Avec le commerce là, ils arrivent à subvenir à ces petits besoins. C'est pour pouvoir mieux gérer son avenir. Les études ne garantissent rien au fait. À l'université ici, souvent, il y a beaucoup plus de polycopes, plus de besoins que quand on était au collège. Parce que quand on vient ici, on voit que bon, on a déjà grandi. On a plus de besoins. On ne peut plus compter sur les parents. Donc les parents, eux aussi, doivent s'occuper des petits frères, des petites soeurs, tout ça. Donc il faut essayer de faire quelques activités pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça dépend du commerce que la personne fait. Si c'est elle-même qui pratique les trucs et ça a trop de travail, ça aura des effets sur ses études. Mais dans le cas contraire, ça ne gêne pas. Si vous n'êtes pas habitué avant à faire beaucoup de choses à la fois, le fait de mettre les études et les activités, on n'a pas assez de temps pour se concentrer sur les études. Pour les parents, c'est un bon apprentissage pouvant permettre à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un fait louable, même si c'est par la force des choses qu'on
on arrive à aller chercher un peu d'argent d'un autre côté pour accompagner les études, je pense que c'est un bon apprentissage, un bon début. Il faut apprendre à tout faire, même à faire le commerce en étant déjà sur les bancs. Le monde ne fait plus de cadeaux paresseux. C'est pas que, en tant que parents, nous ne pouvons pas en réalité subvenir au total besoin de l'enfant, non. Mais si l'enfant a la capacité d'aller chercher un plus, on le laisse faire et ça lui permet de développer des aptitudes que, avec les études, il peut concilier et devenir quelque chose que peut-être il ne se voyait pas devenir plus tard. C'est quelque chose que nous on encourage. Ce n'est pas qu'on attend que l'enfant nous remette l'argent de ses petits commerces, mais nous on complète tout ça pour son épanouissement. Pour le sociologue Dr Didas Tossou, c'est la situation familiale et économique des étudiants qui viennent de loin qui les pousse à prendre leurs responsabilités très tôt. Le fait de garder une petite bouteille de biscuits ou un petit sac où il vend quelque chose, ce n'est pas forcément ce que l'université lui a appris. C'est depuis la maison. Vous regardez dans nos rues, que ce soit au village, que ce soit en ville, on constate que l'enfant, dès qu'il quitte l'école, surtout les samedis et les dimanches, on met quelque chose sur sa tête et il va vendre peut-être un peu de charbon, un peu de gari, un peu de piment. Donc c'est déjà une habitude. Et comme il est parti à l'université, cette habitude l'a suivi. C'est une forme de socialisation. Donc ça l'a suivi et arrivé à l'université, il a continué la même habitude. L'autre paire de manches qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis quelques années, on constate que des étudiants viennent de loin. Quelqu'un qui a quitté, je prends le cas de l'université d'Abomey Calavi, où la spécialité que l'étudiant veut faire, il a quitté peut-être Malanville, il n'a pas trouvé ça à Parakou, il doit faire ça à Calavi ou à Cotonou, il quitte là-bas, il vient. Il lui faut du temps avant que les parents ne lui envoient de quoi survivre. Le peu qu'on lui donne, avec son intelligentsia, il s'arrange, il achète quelque chose pour dire, en attendant que les parents ne viennent à mon aide, je ne vais pas quand même mourir, il faut que je me défende. Il y a quelques années, on a commencé à nous demander de faire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de ne pas seulement se confiner dans les littératures, dans les théories, mais d'être pratique dans la vie. Dès que vous avez le bac, sachez que vous êtes déjà dans la vie active. On n'attend pas la fin de licence, la fin de master ou doctorat pour dire je serai moi-même comme on le dit chez nous. Non. Dès que vous avez le bac, dans notre langue, c'est tout comme si les parents se sont séparés un peu de vous, pas de façon écrite, mais on s'est séparé un peu de vous. Quelqu'un qui est à l'université, il est considéré comme une grande personne. Il ne peut plus demander l'argent comme l'enfant qui va à l'école le matin et on va le déposer. Donc quand vous êtes grand comme ça, vous devez chercher à vous prendre en charge. Et à travers les conférences, à travers les colloques, à travers les séminaires et à travers même les formations, on nous a déjà dit que nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Et donc l'entrepreneuriat. L'étudiant qui commence le petit commerce à l'université saura que l'argent, on fait doucement avec, on ne s'amuse pas avec l'argent, on ne prend pas l'argent pour aller faire de faro. Non, je prends l'argent soit pour payer le loyer, soit pour acheter des documents, soit pour acheter une moto pour me déplacer, soit même pour commencer à réfléchir sur comment est-ce que je vais m'installer à la fin de ma formation. La conciliation des commerces aux études permet aux étudiants d'entreprendre et de mieux s'en sortir financièrement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Juste après moi, vous aurez Eric pour la suite de l'émission.
Samirat, merci beaucoup pour les informations. Toujours dans le cadre de l'information, nous allons suivre la revue des titres avec Chérifat Dansou. La revue des titres, nous allons la faire sur une thématique qui est la cherté de la vie. Cette situation à laquelle font face les Béninois depuis quelques semaines. Certains journaux parus dans la semaine du 4 au 8 avril ont abordé cette question. Je vous invite à suivre. Bienvenue dans cette revue des titres. La cherté de la vie est une situation à laquelle font face les Béninois depuis quelques semaines. Certains journaux parus dans la semaine du 4 avril ont abordé cette question selon différents angles. Commençons cette revue des titres avec le matinal qui, en début de semaine, s'est intéressé au débat public qu'a organisé le gouvernement à travers son ministre de l'Économie et des Finances, Romia Douadaïni, sur les mesures préventives du gouvernement sur la cherté de la vie. Le quotidien de l'information nationale, La Nation qui s'inscrit dans ce même cadre et qui pense qu'il n'y a pas de hausse tempo. Matin Libre, quant à lui, met en exergue la conférence de presse qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à un organe de presse. Pour Louis Vlavonou, la cherté de la vie n'est pas liée au vote du budget. Fraternité pense elle aussi que la cherté de la vie n'est pas liée au vote du budget. Le matinal placard à sa manchette, polémique autour de la liquidation de l'ONASA et la cherté de la vie. Enfin, le titre du quotidien Fraternité qui va intéresser les lecteurs de cette semaine, c'est le Bénin face à la cherté de la vie. Course à la résilience des dispositions prises par le gouvernement. Le civisme requis pour faire face à la crise. Nous allons à présent à Ganri où depuis quelques semaines, le marché a été cassé. Les commerçants se plaignent de leurs conditions et de la mévente. Erika Anagon, vous avez traité un magazine sur ce sujet. Oui, c'est exact. Et comme je le disais et au début, depuis quelques semaines, Ganri a été cassé dans le cadre de la reconstruction des marchés urbains. Donc les commerçants et commerçantes se plaignent de mévente et des difficultés qu'ils sont en train de rencontrer sur le nouveau site. Suivez. Lancée en décembre 2019, la reconstruction des marchés urbains dans la ville de Cotonou a pris en compte 9 marchés. Parmi eux figure le centre commercial de Ganri. Sa reconstruction avait été retardée parce que le projet était classé dans la phase 2 de la construction des marchés qui a démarré en février 2022. Mais à cause de sa situation géographique, sa reconstruction est devenue une urgence. Les commerçants ont donc été informés 3 mois avant que le centre commercial ne soit démoli. En attendant sa reconstruction, un nouveau site a été aménagé de temps que le nouveau marché ne soit construit. Depuis l'installation des commerçants sur le nouveau site, les revendeurs se plaignent de la mévente et du fait qu'elles ont perdu bon nombre de leurs clients. Depuis que le marché a été transféré à Roulakodji, nous ne vendons pas. Tous nos clients sont partis et nous ne vendons. Nous avons le numéro de certains de nos clients, mais quand nous les appelons, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir jusque-là. Nous ne vendons pas. C'est quand les clients passent dans le marché que nous les voyons. Nous ne vendons pas bien. L'endroit n'est pas aéré et je ne vends rien. Mes marchandises se gâtent et je les jette pour en acheter d'autres. Je vends que pour 1000 francs, 1500, 3000 par jour, alors que je n'ai pas de pied et je dois manger. Sur le site provisoire, certaines femmes s'accaparent des places et les louent. Elles en prennent parfois jusqu'à 4, 5 ou 6, laissant ainsi les autres dames sans espace. Elles se retrouvent de ce fait au bord de la voie.
Gamiton ka gba fi nu mi e vivi nu mi de gba ki onu mi do mi ma si non ko egbe mi ni no fi yo. Nous sommes contents parce que le chef de l'État nous a construit cet endroit pour que nous ne restions pas à la maison. Malgré ça, plusieurs grandes dames du marché s'accaparent des places et les louent. Elles en prennent 5, 6 à 7. C'est pourquoi nous autres, nous sommes sur la route, qu'ils nous viennent au secours. On nous a dit avant que nous ne venions ici que c'est nous qui avions de place dans le marché, qui allons d'abord trouver de place avant que les autres n'en trouvent. Mais quand nous sommes venus, ce sont les nouveaux venus qui se sont accaparés des places. Il y a des anciennes personnes qui avaient 4 places au plus, qui aujourd'hui n'ont même plus une seule place. Face à cette situation pénible, les commerçants du marché appellent le gouvernement au secours. Elles désirent voir les travaux vite s'achever. Je veux que le gouvernement fasse vite pour que nous nous retournons dans l'ancien marché. Nous lui demandons pardon car c'est nous qui sommes en train de demander. Qu'il se souvienne qu'il est notre Père et nous construit là-bas. Si on nous laissait là où on était jusqu'à maintenant, c'est encore dans son état initial. Aidez-nous. Et voilà les difficultés qu'endurent les commerçants de ce marché. Elles invitent les autorités à porter un regard d'attention à leurs endroits. Nous poursuivons notre émission et cette fois-ci, nous allons laisser place au débat qui sera animé par Singbo. Le thème de ce débat, c'est la déception amoureuse. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme l'a dit Eric, je suis là pour vous entretenir sur le thème « La déception amoureuse ». Comment remonter la pente? On parle de déception amoureuse quand on subit d'une personne que l'on aime une désillusion, la rupture, la trahison, le fait de ne pas se sentir aimé. Les causes de celle-ci sont multiples, mais les conséquences sont souvent les mêmes, la souffrance et l'impression d'avoir été dupé. Et pour mieux aborder ce sujet, je serai en compagnie de 3 jeunes étudiants. Madame Flavia Kodjovi, bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Je vais bien aussi. Vous êtes étudiante en fin de formation? Oui, c'est exact. Je suis étudiante en 3e année de journalisme à IFMA. D'accord. Monsieur Joyce Manda, bonjour. Bonjour madame Justicia. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Je vais bien aussi. Vous êtes étudiant en fin de formation en journalisme si je ne me trompe pas? Oui, bien sûr. D'accord. Madame Rouchidiat, bonjour. Bonjour Madame l'animatrice. Vous êtes étudiante où? Je suis étudiante en 2e année de droit à l'université d'Abomey-Galavi. Le décor est ainsi planté, nous allons commencer. Monsieur Joyce, dites-nous, est-ce que vous avez vécu une fois la déception amoureuse? Oui, effectivement, bon, tout être humain normal qui est dans une relation ou du moins son couple doit forcément passer par cette situation. Exactement. Et moi, je l'ai déjà vécu et comme on appelle, c'est une histoire qui remonte de 2015. J'étais en compagnie d'une fille que je préfère taire le nom et j'avais tellement mis d'espoir en elle que quelques mois ou quelques jours après, je me suis rendu compte que en fait, elle sortait avec une autre personne, ou du moins même plusieurs à la fois. Et c'est une situation vraiment qui ne m'a pas arrangé. C'est comme prendre un coup de marteau sur la tête, mais quand même, je suis là devant vous, je vous parle, j'ai géré. Et quel a été votre ressenti? Bon, le ressenti que j'ai eu, en fait, c'était, je me suis senti directement, je me suis senti trahi, en fait. Je me suis dit, bon,
j'ai mis de la confiance sur une personne pendant des années, voire plus de 2 ans. Oui. Et après, j'apprends par l'intermédiaire d'un message dans son portable qu'elle entretient d'autres relations. Et puis après, ça se confirme avec des gens du quartier, etc. Et jusqu'à moi-même, je fais face, je vois la personne dans le fait accomplir. Et du coup, bon, je ne me sentais pas bien, mais après, avec le temps, je suis géré, je suis prendre le contrôle pour ne pas tomber dans la paranoïa et puis me retrouver dans une situation qui va me pourrir la vie en quelque sorte. D'accord, donc ça n'a vraiment pas été facile alors? Effectivement, et ça ne peut pas être facile, c'est toujours difficile. Les femmes, vous-même, je suis sûre que vous avez vécu la déception amoureuse une fois. Madame Rochidiat, vous êtes prête à me raconter ça? À me raconter les faits, comment ça s'est passé? Pas dans les détails, mais je peux quand même me souvenir encore parce que c'est des douleurs vives. C'est des trucs qui font excessivement mal. Normal, vous avez raison. Et des trucs qui marquent à vie. Normal. Et quand tu rentres dans une relation, c'est pas pour faire 2 jours, 3 jours. C'est pour rester jusqu'à la fin. Maintenant, quand tu te rends compte que celui envers qui tu as de l'amour, de la considération, du respect, et en qui tu places ta confiance n'a pas le même ressentiment envers toi, ou la relation est dans une sens unique, ça fait mal, ça fait beaucoup mal. Et parfois, tu es dérivé, tu n'es plus fixé sur tes objectifs. Et tu dandines un peu, mais après tu te retrouves. Parce que tu te dis, la vie continue, quoi. Mais jusque-là, vous ne m'avez pas encore raconté votre propre expérience. J'aimerais bien entendre ce qui s'est réellement passé. Non, est-ce que c'est quelque chose que les gens s'ignorent? Non, c'est les mêmes choses. Tu sors avec une autre personne, lui tombe sous le charme d'une autre personne et tu passes aux oubliettes et lui continue sa vie. Et il y a eu beaucoup de pleurs pendant des semaines ou des jours? Non, c'est juste quelques jours et tu te reprends en main parce que tu te dis la vie continue. D'accord. Madame Flavia, je ne vous ai pas oublié parce que j'aimerais vraiment écouter votre histoire. Moi, j'attendais que vous m'oubliez. J'étais en train de prier pour ça, en fait. Non, je ne vous oublie pas. Pour moi. Ouais. Je dirais j'ai juste un petit mot à ajouter, sinon je pense que tout est déjà dit. En réalité, la déception amoureuse, bon, c'est comme tout le monde l'a vécu. Il n'y a rien de si étrange, il n'y a rien qui s'ajoute au fait. Mais en réalité, ça dépend de ta personnalité, de quel genre de personne avec qui tu sors en réalité. Moi, je dirais juste que moi, ma déception, bon, vraiment, c'est pas ce à quoi je m'attendais en réalité. Racontez-nous. Puisque c'est quelqu'un qui me disait vraiment, je t'aime. Bon, c'est vrai, on ne s'y attend pas, mais des gens, vraiment, quand tu as ce coup, c'est vraiment pas aux parents qu'on le raconte directement, mais à des amis en qui tu te mets, en qui tu as confiance et avec qui tu peux tout dire. Malheureusement, tu te rends compte que ces amis, il y a d'autres qui sont là pour toi, il y a d'autres qui ne sont vraiment pas là. Dans mon cas, je dirais que j'ai une amie, une confidente, une sœur, avec qui je dis pratiquement tout. Et si moi, j'ai su remonter cela, c'est grâce à elle, au fait. Parce qu'au départ, je perdais celui avec qui je sortais, était tout le temps là, il me montrait qu'il m'aimait, mais en réalité, c'était pas ça. Et ce qui m'a marqué le plus dans la relation, c'était, si c'était avec quelqu'un d'autre, j'allais me dire, bon, il s'est retrouvé avec une autre personne, mais en réalité, c'était une proche de moi, une amie. Malheureusement, chacun a pris son chemin, mais je rends grâce, je suis là aujourd'hui. À présent, nous allons suivre les témoignages de quelques citoyens qui ont aussi vécu une fois la déception amoureuse. Suivez. Il y a 2 ans, c'était cauchemardesque pour moi. Je l'ai vécu, c'était pas facile forcément pour moi. Je passais carrément des nuits blanches, histoire de trouver des solutions. J'ai associé à mon monde, associé mes sœurs pour que juste celles-là que je prétendais aimer m'écoutent, me comprennent, m'accordent une nouvelle chance. C'est vrai, au fond, je n'avais pas totalement tort, mais il fallait juste comprendre la situation et ramener la balle à terre. On passait beaucoup de temps. Elle me disait qu'elle était vierge
et on passait tout le temps ensemble, mais on n'allait pas au sexe. On ne faisait pas forcément des choses comme ça. Au début, ça m'a fait trop mal. Ça fait toujours mal. J'ai pleuré des jours. Je me suis dit peut-être qu'il s'amusait, qu'il allait me rappeler, mais non, il ne m'a pas rappelé. Je relisais nos messages, je me disais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Sûrement qu'il avait trouvé mieux ailleurs. J'ai commencé par passer du temps avec mes amis. Je me suis mise à lire beaucoup de romans. Au final, j'ai supprimé son numéro de mon répertoire. Je l'ai complètement oublié. J'ai vécu une déception amoureuse une fois, mais après, ce n'était pas forcément facile parce qu'après aussi, quand on tient à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas toujours la bienvenue d'apprendre pour une situation ou une autre de se séparer de cette personne-là. Pour surmonter entre-temps cette difficulté de séparation, ce n'est pas également facile parce qu'on ne fait que se souvenir de cette personne-là, de ces beaux moments passés ensemble. Mais après, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un temps pour tout, chaque chose en son temps, dit-on. La volonté, ma foi, c'est le seul carburant qui peut tout surmonter, qui peut vous amener à à faire beaucoup de choses dans la vie en fait. À partir du moment où vous décidez de tourner cette page, vous allez y arriver. Comment? Ça a déjà commencé par oublier naturellement, vous évader, rester entre amis, chacun avec son alternative. Ce que je dis, ce n'est pas forcément la meilleure. Tournez la page, s'il faut même arrêter d'écrire avec cette personne, pourquoi pas, pour un temps, vous arrêtez. Mais après, ce n'est pas forcément le début d'une autre guerre, parce que généralement, quand on rompt les relations amoureuses, ce n'est pas toujours aisé de reprendre avec cette personne, de nouer une amitié, parce qu'entre-temps, il y a eu l'intimité qui s'est imposée par là. Donc, ma foi, je pense que c'est toujours une question de volonté. Après, quand on a la volonté, le reste, ça vient naturellement et on peut tourner la page. Retour sur le plateau. Vous avez écouté ces témoignages. Joyce, dites-nous, vous avez aussi eu des nuits blanches, vous avez pleuré. Comment vous avez pu gérer ces moments de déception? Bon, mon cas personnel, moi, en fait, à la base, je suis slameur et rappeur, j'écris des textes poétiques. En fait, la musique, en quelque sorte, m'aide à canaliser en fait, la situation que j'ai vécue sur ma déception amoureuse. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Je repensais toujours à la personne tout le temps. Et puis, bon, quand il y a la musique et puis j'écris, j'ai d'autres occupations, PlayStation, jeux vidéo, ça passe. Donc, comme le jeune homme, vous n'avez pas invité maman pour qu'elle puisse parler, pour qu'elle puisse essayer de régler les choses Bon, personnellement, non. Parce qu'aujourd'hui, en fait, bon, moi, je dirais, la personne avec qui je suis, quand je suis parti la draguer, en fait, quand j'ai eu le contact avec elle, bon, ma mère n'était pas là. Et puis, je me dis... Du coup, ça ne sert à rien de faire intervenir ma mère si moi-même je peux gérer la situation en fait. Donc du coup, j'ai réglé la situation moi-même, personnellement, comme un grand. Voilà. J'espère que Madame Ruchidiat, vous avez aussi réglé votre situation comme une grande. Où vous avez initié les parents, vous avez lu comme la jeune fille qui disait qu'elle a lu, qu'elle lisait, qu'elle a finalement supprimé son numéro. Je ne pouvais pas inclure les parents parce que c'était un crescendo. Donc, c'était quelque chose de tabou à la maison. Donc, ma peine, je l'ai subie tout seul dans la toilette, dans la douche peut-être, au salon quand j'étais seule ou avec la musique. C'était la meilleure façon de passer à autre chose. Mais après, quand tu vas avec des amis, vous riez beaucoup. C'était encore dans la période scolaire, c'était l'école, il y avait d'autres objectifs. Quand tu pleures un peu et après tu passes à autre chose. Parce que tout est temporaire, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure. Tout est temporaire. Il faut savoir passer à autre chose. C'est rapide. Ça te permet de regarder vers l'horizon. Et aujourd'hui, je remercie Dieu de l'avoir enlevé de mon chemin. Parce que je suis heureuse, je suis radieuse, je suis contente et j'ai la paix du cœur. Mais monsieur Joyce n'est pas content apparemment de ce que vous êtes en train de dire. En fait, c'est comme si, à l'entendre parler, c'est comme si c'était carrément une épine qu'on l'avait plantée dans le corps ou un tatouage. Mais bon, c'est des choses, hein. Il faut bien tomber amoureux pour bien connaître... C'est cette situation en fait. Il n'y a que des amoureux qui peuvent parler de ça en fait. Si tu n'as jamais été en relation, tu ne peux pas savoir ce qui se passe en fait. C'est comme ça. Ah ouais, tu penses? Oui, pour moi, je crois que c'est ça. Tu crois que c'est parce que je ne suis jamais tombée amoureuse que je dis que c'est un épine comme enlevé du pied? D'accord. Nous allons passer la parole à Madame Flavia. Madame Flavia, dites-nous comment vous avez pu gérer, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ces moments de déception?
Madame la présentatrice, merci. Je dirais que ça n'a pas vraiment été facile. On pleure beaucoup. Ah ouais, surtout quand tu aimes. On pleure beaucoup. Parfois même quand tu dors, tu te dis, mais à l'heure là, on était en train de s'écrire des messages. De bons souvenirs, vous avez gardé de bons souvenirs alors. C'est vrai, oui. Le côté négatif est là, mais il faut remonter au côté positif, oui. Parce que à un moment donné, bien avant que ce truc ne vienne, vous avez passé de bons moments. Il y avait les messages, il y avait les petites sorties, mais on n'avait pas le cœur de dire à nos parents qu'on avait une relation. Pas du tout. Vous étiez très jeune alors. Je dirais que ma déception, c'est en classe de 3e. Et là, j'avais déjà 15 ans. Et jusqu'à présent, vous n'avez plus de déception amoureuse? Je dirais qu'après ce coup que j'ai eu, je me suis jurée de ne plus avoir de déception. Au départ, je ne me suis pas lancée dans une relation pour faire mal ou peut-être une relation pour vite quitter. Bon, selon ce qu'il m'avait dit, ce n'était pas une relation ou un petit truc de 3, de 5 ou de 6 ans, de 6 mois peut-être, je dirais. Mais pour moi, c'était une relation... à long terme. À long terme. Je visais haut, je me disais, bon, je vais peut-être finir avec lui. C'est mon mari, quoi. C'est mon mari, oui, justement. Mais malheureusement, c'est pas ça. Et j'ai compris finalement que, et comme Rouchinette l'a dit, et je me suis dit finalement que c'est bien. Si Dieu l'a enlevé de mon chemin, c'est parce qu'il a forcément quelque chose pour moi. Et là, je me dis, s'il était vraiment là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, ou peut-être que je serais... Déjà maman de 3 à 4 de enfants. 4, oui. Mais là, maintenant, je vis ma vie, je suis libre de sortir, de faire ce que je veux. Je n'ai pas dit, je vais à tel endroit, machin, tu fais quoi? Non, plus de ça. Je suis libre et j'ai la peur du cœur. D'accord. Quand on se met en relation avec des personnes, quel que soit le couple, mais c'est des situations, au fait, il faut s'attendre. Il faut, en fait, que ça arrive, en fait, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, on remarque que dans les couples, les gens, ils ont un problème de communication. Ils ne communiquent pas assez. On passe plus à parler dans le fantasme, quoi. Dire tu es belle, mais parler du mauvais côté de l'amour, pratiquement pas. C'est comme des gens aujourd'hui qui se marient, ils signent pour le meilleur et pour le pire. Mais ils ne sont juste que dans le meilleur. Ils ne parlent jamais du pire. Et quand le pire arrive, ils veulent divorcer. Moi, je trouve ça absurde quand même à vous entendre parler. Mais bon... Chacun a ses idées. Et en toute chose, en toute relation, quand quelque chose ne va plus, tu le remarques, tu le ressens. Et la communication, alors, parce que tout à l'heure, vous avez dit, il faudrait qu'on parle. Vous savez, il y a des gens, il y a des hommes qui ne veulent pas communiquer, qui n'ont pas le temps pour. Parce que eux, avant que tu ne leur donnes, que tu ne leur fasses une déception amoureuse, eux, ils ont déjà programmé leur coup depuis 4 à 5 mois. Eux, ils sont déjà dans une autre relation. Eux, ils vivent déjà une inside life, une love story dans une autre relation. Donc, il faut pas se voiler la face. Il faut être réaliste. La communication, moi, je le privilégie. J'adore la communication. Mais quand tu parles à une personne, tu as l'impression de parler à un mur. Il faut arrêter le mal dès le bas. Il ne faut pas laisser... Justement, je partage votre avis. Et c'est très bien ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, bon, moi j'ai l'habitude de dire, les mots ne collent pas le plastique. C'est pour dire, en fait, si quelque chose n'est pas destiné à vous, ça ne vaut la peine de forcer. Voilà. Mais si vous êtes en relation avec une personne et que vous communiquez avec la personne ne vous écoute pas ou bien n'a pas votre temps, sincèrement, retirez-vous que de rester à vouloir dire, comme j'entends chez certaines personnes, avec le temps, ça va changer. Mais non, l'homme reste l'homme. On ne change pas quelqu'un. Si vous voyez que ça ne marche pas, mais partez, arrêtez la relation. Bon, bref. Monsieur Joss, je disais tantôt, on constate maintenant qu'il y a des hommes, quand tu leur dis maintenant que c'est bon là, c'est en ce moment-là. Lui va venir détruire. C'est à croire que c'est comme si on l'a envoyé au fait vers toi pour venir te détruire. Quand tu dis c'est bon, je ne veux plus de la relation, c'est maintenant lui, il est amoureux. Il est motivé. Il est motivé. Donc, c'est une manière de te dire, quand tu sens que quelqu'un veut jouer avec toi, montre-lui en même temps que bon,
Bon, peut-être qu'il s'est rendu compte que vous êtes une personne non, importante. mais c'est pas au moment où je suis en train de me partir qui doit revenir. D'accord. Pour le moment, pour savoir comment remonter la pente en cas de déception amoureuse, nous allons suivre le psychologue Boris Sagbo qui nous dit quoi faire. Suivez. La déception amoureuse étant une période très douloureuse, la première chose, c'est d'essayer d'extérioriser, soit par la parole, soit par les pleurs, la souffrance que l'on ressent. Le fait de ne pas mettre les mots ou de ne pas exprimer sa souffrance va faire que cette souffrance va être vécue intérieurement et va causer beaucoup de dégâts. Il faut aussi se faire entendre par quelqu'un qui mérite d'entendre cette mésaventure. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a donc la capacité de comprendre, d'accord, la situation et de pouvoir vraiment soutenir la personne souffrante. Si besoin y est, selon les cas et selon les besoins de la personne qui est déçue, l'amener un dialogue avec la personne qui l'a déçue afin d'avoir certaines réponses à certaines interrogations auxquelles personne d'autre ne peut répondre, sinon la personne qui a effectivement qui est l'auteur de la déception. Il faut couper le pont, d'accord? Couper tous les contacts qu'on a avec la personne qui vous a déçu. Rien qu'à avoir son numéro, rien qu'à penser à X, rien qu'à avoir les objets qu'elle vous avait donnés, tout ça ravive la souffrance. Donc il faut passer à une phase où il faut couper, séparer de tout ce qui évoque le souvenir donc, de la personne. Il faut maintenant faire le deuil. Donc il faut faire le deuil. Ce deuil va passer, il y a plusieurs techniques pour y arriver, mais va passer forcément par le pardon de cette personne qui vous a déçu, le pardon de vous-même pour avoir été naïf pendant tout ce temps et l'acceptation de la situation. Finalement, il faut maintenant travailler à changer sa perception ou ce qu'on appelle les idées limitantes. Parce que lorsque vous rentrez dans une relation, d'ailleurs n'importe quelle relation, et qui plus est, quand il s'agit d'une relation amoureuse, vous ne sortez pas toujours tel que vous êtes rentré. Après une déception, il est toujours possible d'avoir des idées négatives de la relation, du cesse, d'accord, qui a été à la base de votre déception. Donc, il est nécessaire de travailler, de positiver cette perception-là, ces idées-là. Et je finirai par dire, il faut observer, d'accord, un moment de célibat, sans aucune relation, c'est-à-dire un moment de vide où vous essayez de tourner la page, d'écrire une nouvelle page. Monsieur Joyce, vous avez suivi l'élément, vous avez un truc à dire par rapport à ça? Oui, je dirais, je vais rejoindre l'idée du psychologue. Ceux qui vivent, ceux qui sont dans cette situation que moi je vais qualifier de tragique et voire dangereuse, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas, qui vont jusqu'à se suicider. Exactement. Et puis il y a d'autres qui arrivent à surmonter la pente. Bon, ceux qui arrivent à surmonter la pente et ceux qui n'arrivent pas, je vais juste les dire qu'ils vaguent à leur occupation habituelle, qu'ils restent eux-mêmes en fait, et couper le contact comme le psychologue l'a dit avec la personne même. Et aujourd'hui, c'est bizarre, on voit des femmes et des hommes qui sont sortis d'un couple, disons, après une trahison amoureuse, mais qui gardent encore le contact de leur partenaire sous prétexte qu'ils sont restés amis. Moi, je ne comprends pas. Les gens, en fait, aujourd'hui, ils sont dans une autre bulle, en fait, dans un autre monde. Donc, tout ça, il faut qu'ils arrêtent pour mieux avancer pour moi. Et la communication, ça compte beaucoup. On peut communiquer autour de nous, avec les parents et des amis. Voilà ce que je peux dire. Merci bien. Madame Rouchidiat, un dernier mot à ajouter? Oui, il faut beaucoup s'écouter, accepter la situation d'abord, parce que si tu n'acceptes pas, tu restes dans le déni, et faire le deuil après. C'est très important de faire le deuil, parce que sans le deuil, tu ne passes pas à autre chose. D'accord. Madame Flavia, vous avez fait aussi le deuil? Oui, je l'ai fait, bien évidemment. D'accord. Vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne clôture le débat? Je dirais peut-être à ces jeunes, comme nous d'ailleurs, qui ne l'ont pas encore vécu et que c'est déjà programmé peut-être, on ne sait pas.
je pense que si on avait eu le courage d'en parler à nos parents, et où on avait pris comme mère confidente, il y aura forcément des trucs à éviter. Et je pense que c'est le moment pour nous d'être plus proches de nos parents. Les filles par rapport à leur mère, les hommes par rapport au père. Et surtout de couper le pont quand ça arrive vraiment. Oublier tout, se préoccuper de autre chose et la vie avance. D'accord. Nous sommes à la fin de notre débat. Chers invités, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je laisse l'antenne à Eric pour continuer. Retour sur le plateau. Je suis Singbo à écouter vos invités. Le débat était très intéressant. Oui, le débat était vraiment chaud. Mes invités avaient différents points de vue, mais ils ont pu me parler de comment ils ont surmonté ces moments de déception amoureuse et ils m'ont aussi raconté. Certains étaient réticents, ils ne voulaient pas me raconter tout à fait ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu la déception amoureuse, les faits réellement, mais ils ont pu me dire quelque chose. Ok, et vous-même, vous avez vécu la déception amoureuse une fois? Qui parmi nous n'a jamais vécu la déception amoureuse? Moi, je n'ai pas vécu ça. Nous sommes toutes jeunes et forcément on est passé par là. Bon, pour moi, c'est une étape de la vie. Comme on le dit bien, quand on tombe, on essaye de se relever et on se relève. Donc c'est ça. D'accord. Erika Anagon, vous avez vécu ça aussi? Comme l'a dit Justicia, qui parmi nous n'a pas vécu la déception amoureuse? Ah, moi, je n'ai pas vécu ça. Chacun de nous à des étapes données de notre vie, c'est forcé quoi, c'est forcé. Je l'ai vécu aussi et j'ai su me relever. Parfait, bon, vous êtes vous êtes le second garçon avec moi sur le plateau. Oui. Vous avez vécu la déception amoureuse aussi? La déception amoureuse, j'en ai vécu. Ce sont les stades de la vie et puis on n'a pas le choix. Qui a déçu qui, j'aimerais savoir. C'est vous qui avez déçu ou bien? Je n'ai pas déçu, j'ai été déçu en fait. D'accord, okay. C'est compris. Samira Tmoumouni, c'est à vous maintenant. Oui, j'ai vécu aussi la déception amoureuse. Oui. Wow. Et c'était comment? Ah, c'était chaud. Piquant. Oui, parce que c'est très piquant. Je te jure tout. Tu es blessé au plus profond de toi-même que, franchement... C'est qu'on te fait des promesses, que et après c'est que bon, c'est franchement... Il fait frais même, mais on a chaud. Ok, c'est compris, merci beaucoup. La dernière étape de cette émission sera de faire le débrief avec mes camarades sur les difficultés qu'ils ont rencontrées pour la réalisation de leurs éléments. Samira Tmoumouni, vous étiez là pour la présentation du journal. Vous avez des éléments qui sont passés dans le journal. Quel genre de difficultés vous avez rencontrées pour la réalisation de ces éléments? Franchement, si je dois parler de difficultés, c'est par rapport au montage de mes éléments, parce que j'ai du mal et je rentre tardivement les soirs, parce que je n'ai pas pu terminer à temps, vous voyez. Et donc, à part ça, je dirais que bon, c'est... Quand tu as des invités ou bien des autorités que tu dois contacter, que tu demandes à avoir un rendez-vous avec eux, soit ça sonne, ça ne répond pas, ou ils te diront qu'ils vont te contacter après, mais après, tu n'as plus de suite. Donc, après ça... Face à cette situation, comment vous avez pu gérer? J'ai pu surmonter cela parce que par rapport au montage, il y avait M. Djibril qui m'a aidé. Et par rapport à mon stress, il y avait les autres journalistes et Madame Angèle aussi, notre coach. D'accord. Erika Anagono, vous avez aussi rencontré les mêmes difficultés? Ah oui, pour moi, c'était la réalisation du magazine. Et je peux vous dire que si tu n'as pas un carnet d'adresses bien chargé en tant que journaliste, tu es à côté de la plaque parce que tu as des éléments à faire et il te faut l'avis d'une autorité.
Et quand tu n'as pas leur numéro, c'est difficile de les rencontrer. Vraiment très difficile. Prendre les rendez-vous, il faut d'abord qu'un courrier part, il faut qu'il accepte d'abord. Et quand il n'accepte pas, et aussi le montage. Ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi de Surtout monter. le montage. Surtout le montage. Je suis rentrée à la maison vers 0 heure. Mais c'est votre passion, vous avez choisi le journalisme? Si, c'est ma passion, mais il faut savoir que, tout comme les autres métiers, le journalisme, c'est pas du gâteau. Justement. C'est pas du tout facile. Et ceux qui disent que c'est la dernière option, je vous assure, ce n'est pas la dernière option. Si ce n'était pas une passion, j'allais fuir déjà. C'était le début du commencement. C'était difficile, mais je rends grâce à Dieu avec l'aide des grands frères. Bon, on a pu gérer. D'accord. Oui. Chérifa Danso, la revue des titres, c'était avec vous. Je pense que ce n'était pas aussi difficile comme ça. La revue des titres, oui. Bon, comme tout débutant, on doit éprouver des difficultés, mais la difficulté que moi j'ai eue là, c'est... Vous n'êtes pas allé chez le terrain pour traiter les éléments comme la revue de presse. J'ai aussi fait des éléments, vous sur le terrain. Oui, j'ai aussi été sur le terrain, fait certains éléments, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le montage. Je quittais ici très tardivement, et quand elle disait tout à l'heure qu'elle quittait ici, oui. Mais moi, je rentrais plus tard qu'elle. Ah bon? Oui, renseignez-vous, vous allez comprendre. Je rentrais plus tard qu'elle. Mes éléments, j'ai eu tellement de difficultés à les monter, pardon. Et grâce aux journalistes, si vous me voyez, j'étais tellement stressée, mélangée au sentiment de tristesse, de tout. J'avais tout à la fois. Abandonné, hein? Ah oui, elle a abandonné. Oui, justement, je me rappelle. D'accord, merci beaucoup. Parfait, Gbor. Oui, monsieur. Vous avez été à Boumé-Calavi pour un tournage. Effectivement. Votre élément, c'était comment? Vous avez aussi rencontré des difficultés? Bon, les difficultés, oui, je dirais oui, puisque sur le terrain, s'il n'est pas du tout facile à interviewer les étudiants, vu que le jour, il y a eu peu, bon, c'était pas la joie. Mais la pluie, c'est un phénomène naturel? Oui, c'était pas la joie. Et je profite aussi pour saluer Madame Dossou Togbe Modeste, qui, malgré mes perturbations, n'a pas lâché au cours du montage. Ça vous a beaucoup aidé? Oui, beaucoup aidé. D'accord, merci beaucoup. Singo Justicia, pour le débat, c'était comment? Et vous avez aussi rencontré des difficultés pour l'animation du débat? Le débat, ça n'a vraiment pas été facile. Le stress, c'était tellement mon cœur battait. Mais bon, grâce à madame, à notre coach et madame Angèle Toboula, à qui on fait un coucou d'ailleurs. Madame Angèle. Donc, grâce à elle, j'ai pu surmonter le stress et je suis allée au bout de mon débat. Il y a aussi le fait que les gens sont réticents. Ils n'ont pas voulu vraiment me parler de la déception amoureuse sur le terrain. C'était vraiment difficile. Mais bon, j'ai pu trouver quelques-uns. Merci. D'accord. Et vous n'avez pas eu de difficultés? Voilà. Des difficultés pour l'animateur. Pour l'animation de l'émission. Bon, des difficultés. Je dirais oui, parce que il faut faire beaucoup d'exercices, beaucoup de présentations. Et il y a Dame Angèle Tobola qui m'aidait beaucoup pour la présentation. Je refais l'exercice, je refais avec. Elle criait sur moi, mais c'est une manière de parler. En fait, tu te perdais, quoi. J'ai choisi le journalisme pour ça. Bon, comme on le dit souvent, il n'y a pas de sous-métier. Le journalisme est un métier noble qui nourrit son homme. Effectivement. Nous voici à la fin de notre émission. Merci à vous, chers camarades, pour votre participation à l'émission. Merci à l'équipe technique qui nous a suivis jusqu'à la fin de notre émission. Merci également à Madame Angèle Tobola pour la supervision. Nous sommes à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, ne quittez pas, les programmes se poursuivent sur ETélé. À bientôt.